Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer cette session. Alors nous avons un intervenant qui est sur la route très près, mais qui a quelques difficultés avec la circulation aux alentours du Palais des Congrès. Petit rappel d'usage, donc tout le monde a les masques, donc c'est parfait. Nous, on a le droit de ne pas en avoir. Si jamais, au moment des questions, je me déplaçais parmi vous, vous les gardez, s'il vous plaît. Voilà. Pour mémoire aussi, la session sera enregistrée donc en audio et sera disponible en podcast dans les jours prochains, je suppose, à la suite de l'événement. Donc nous allons avoir trois intervenants aujourd'hui pour cette table ronde. Jérôme Hamel, ici président de Bureau Veritas, Gilles Désoblin de l'IRT Systémique, ils se présenteront plus en détail lors de leurs interventions, et Jean-Marie Le Thor qui va nous rejoindre de Thales. Comme moi en partie, et moi j'agis ici en tant que président du hub cybersécurité du pôle systématique, pôle de compétitivité systématique. Notre sujet, cybersécurité et mobilité. Donc, on va parler d'ordinateurs avec des roues, de sensibilité justement au risque cyber ou de la nouvelle sensibilité. Et je vais m'adresser, alors je devais m'adresser en théorie en premier avec Jean-Marie Le Thor, mais je vais passer la parole à Gilles avec une question toute bête. L'IRT systémique est impliqué dans un certain nombre d'initiatives qui touchent ces questions-là. Et dans systémique, il y a système. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'approche système de la cybersécurité dans ce contexte de mobilité, et quel est le retour d'expérience que vous pouvez déjà avoir sur ces questions-là? Oui, large question. Je vais peut-être dire deux mots sur l'IRT avant de commencer. C'est sur mon rôle à l'IRT. Donc, au sein de l'Institut de recherche technologique Systemix, je suis en charge du développement de nouvelles activités au sein de la direction stratégie et programme. Alors l'IRT, c'est un institut de recherche focalisé sur la technologie, mais pas que, et on va voir pourquoi dans pas longtemps. La technologie qui permet donc aux industriels de garder des avantages compétitifs en intégrant des nouveautés, des innovations dans leurs produits, leurs services et même sur les territoires. Alors pour répondre un petit peu à la question, effectivement, Systemix depuis quasiment une dizaine d'années maintenant est impliqué sur des programmes liés à la mobilité, notamment sur le véhicule qu'on a appelé autonome pendant un certain temps. Aujourd'hui, on parle plus de véhicules automatisés, à conduite automatisée, l'autonomie étant relayée pour un temps ultérieur, les challenges à remonter étant un petit peu complexes. Donc sur nos activités, en fait, nous avons commencé à travailler sur la convergence, si on peut le dire comme ça, entre la sûreté de fonctionnement nécessaire au véhicule et la cybersécurité. Donc, comme on intègre de plus en plus d'électronique embarquée dans les véhicules et qu'il y a de plus en plus de communication interne et externe, on y reviendra aussi tout à l'heure, il y a des risques émergents sur la cybersécurité du véhicule. L'objet de Systemix, c'est d'aider les industriels à identifier les architectures les plus robustes et à identifier les risques majeurs pour lesquels il est nécessaire de trouver ce qu'on pourrait appeler des contre-mesures de façon à pérenniser l'usage du véhicule pour tout un chacun, sachant que la sûreté de fonctionnement est prioritaire, bien évidemment. Donc nos activités sont principalement de travailler avec les constructeurs automobiles, les équipementiers, pour identifier donc ces risques majeurs en faisant des analyses de risques. Analyses de risques qui sont basées principalement sur des scénarios, puisque les risques, on peut en faire une liste à l'après-vert. Ce qui nous importe avec les industriels, c'est d'identifier les risques majeurs qui vont avoir un impact sur la sûreté de fonctionnement en particulier, et donc pour la vie des voyageurs en particulier. Donc cette analyse de risque basée sur des scénarios permet d'identifier des chemins d'attaque pour lesquels on utilise
les possibles vulnérabilités connues au sein du système, de façon à identifier la gravité de l'impact potentiel et de faire une priorisation de cette analyse de risque pour traiter ceux qui sont les plus critiques. Ensuite vient le temps, soit en termes d'architecture, si on est en phase vraiment amont, soit en phase plutôt patch de solutions intégrées, de répondre à cette gravité d'impact en intégrant des solutions qui peuvent être plus ou moins complexes à mettre en œuvre. Vous savez que dans l'industrie automobile, une problématique principale, c'est aussi le coût, le coût de l'intégration de ces nouvelles fonctionnalités. Donc on essaye de trouver un compromis entre la solution à intégrer, le coût de cette solution, et puis bien évidemment la compatibilité avec les réglementations. Donc voilà le métier en gros de Systémique sur cette partie-là. Merci. Du coup, on va enchaîner. Bienvenue Jean-Marie. Tu n'as pas été le seul à souffrir de la circulation autour du Palais des Congrès. Du coup, on va enchaîner avec toi, si tu veux bien. Ta vision justement sur les risques et pourquoi aujourd'hui on a ces nouveaux risques cyber, peut-être la proportion d'informatique qui n'est sans précédent, notamment dans les automobiles. Et peut-être pour compléter, parce que Gilles vient de parler des scénarios en fait qui étaient couverts et de la façon dont l'IRT systémique s'apprenait des choses dans l'analyse de risque par rapport à ces scénarios, toi, d'un point de vue général, et y compris peut-être, question que je n'ai pas posée à Gilles, sur la place de la donnée dans ce paysage. Alors, excusez mon retard, effectivement, j'ai un peu souffert des embouteillages pour arriver. Donc je me présente, je suis Jean-Marie Lauteur, je dirige les activités de service de cybersécurité du groupe Thales. Et on travaille énormément avec tous les acteurs de la mobilité, dont forcément les constructeurs automobiles, depuis plus d'une dizaine d'années. En fait, on s'est rendu compte que, au départ, ce qu'on avait appris, nous, chez Thales, dans l'avionique, sur les technologies embarquées de l'avionique, nous permettait d'être, on va dire, compétents et de répliquer ce qu'on avait appris sur les technologies embarquées de l'automobile. Et on a commencé à travailler avec les OEM, donc les constructeurs, principalement pour une raison qui était le manque de confiance du grand public dans l'ensemble des technologies qui sous-tendent le développement des véhicules connectés et autonomes. Et très rapidement, on a travaillé en équipe intégrée avec les équipes d'ingénierie des constructeurs pour finalement, en tant que leader de la cybersécurité et pas constructeur automobile, contribuer à apporter cette confiance dans les nouvelles technologies. Donc, je ne vais pas être redondant avec ce que disait monsieur, parce on accompagne nos clients de la même façon, mais ce qui est vraiment important, ce qui nous semble, c'est que si la confiance du grand public n'est pas apportée à la fois dans le véhicule lui-même, dans les communications entre véhicules, ce qu'on appelle le V2V, le véhicule to véhicule, dans les communications entre le véhicule et son environnement, donc on parle de plus en plus de smart city, etc., mais plus ça va, plus les infrastructures routières et des villes sont connectées, intelligentes et vont échanger avec le véhicule. Si cet écosystème n'est pas non plus de confiance, tout ça, ça crée des raisons, plus ou moins rationnelles, pour que le grand public n'ait pas confiance dans ces technologies de connectivité et d'autonomie. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter les solutions pour que à la fois le véhicule, avec les fonctions les plus critiques embarquées dans le véhicule, soit sécurisé, by design et ensuite par service, apportant de la détection, la rémédiation, que les données, pour reprendre le point d'Emmanuel, soit qu'on puisse garantir à l'utilisateur, au constructeur, et peut-être à la ville, que les données qui lui appartiennent, en respect du RGPD, en respect de sa vie privée, ne soient pas corrompues, ne soient pas partagées, ne soient pas recommercialisées. J'étais allé à un salon à Montréal organisé par Michelin, Moving On, avant le Covid, et il y avait une étude qui était sortie où 2/3, c'était OpinionWay, 2/3 du grand public au niveau, on va dire, mondial, n'avait pas confiance dans les nouvelles technologies. En 2018, c'est descendu à plutôt 50%, c'est quand même 1 sur 2. Et une des raisons, quand on scrutait le sondage, c'était cette question, c'était
les données d'usage de mon comportement routier, comment vont-elles être utilisées? Qui y a accès? Comment je m'assure que ces données d'usage ne sont pas utilisées par exemple à des fins commerciales vers mon assureur pour réévaluer ma prime d'assurance? En cas de conflit et d'accident, notamment lié à des prises de décision par le véhicule, comment tout ça est géré et analysé? Donc il y a un vrai enjeu autour de la donnée qui vient compléter les enjeux de sécurité autour de la voiture elle-même et puis de l'environnement. Et c'est sur ces 3 grands sujets, donc le véhicule, l'environnement et les données elles-mêmes qu'on travaille. Merci. Oui, je pense que le grand public, quand il voit aux 24 heures du Mans qu'on reboote une voiture qui est sur la piste, ils peuvent se poser des questions si ça peut leur arriver immédiatement. Et donc, quand on veut avoir de la confiance, on a besoin d'avoir un certain nombre de repères. Et donc là, du coup, je vais m'adresser à Jérôme Hamel. On a besoin de tampons. Hein, désolé, comme quand on achète du poulet. On a besoin d'avoir un label, quelque chose qui nous dit s'il est bon ou pas bon. Et donc, quel est aujourd'hui la place et la maturité des standards qui vont entourer ça, qui vont permettre peut-être aussi de gagner en confiance pour le grand public? Merci. Donc Jérôme Hamel de Bureau Veritas. Donc effectivement, Bureau Veritas, c'est un organisme qui a pour vocation à donner confiance en délivrant des certificats dans différents domaines. Et en ce qui me concerne, moi je suis plus particulièrement chargé de la cybersécurité au sein du LCIE, qui est une entité de Bureau Veritas qui est concentrée sur tout ce qui est produit grand public. Et je suis également responsable plus globalement des services grand public pour la division Consumer Product Services au sein de Bureau Veritas. Donc effectivement, pour répondre à la question plus précisément, qu'est-ce qu'on fait dans l'automobile? Donc, suite à ces problèmes de confiance et aussi tous les risques qui viennent d'être évoqués, il y a eu des gens qui se sont mis ensemble pour définir en fait une réglementation qui est sortie récemment, qui s'appelle l'UNIS R155, R156. Donc ces gens-là, c'était les fabricants d'automobiles, leurs fournisseurs et aussi les experts de cybersécurité. Et donc ils ont défini un cadre qui est vraiment complet, je pense, qui définit à la fois le process qui doit être suivi par le fabricant de véhicules et qui inclut totalement ses fournisseurs et les liens qu'il doit avoir avec les fournisseurs au niveau cybersécurité et toutes les obligations qu'il a en termes de process afin d'atteindre à la fin une bonne cybersécurité. Donc ça prend en compte notamment tout le cycle de vie du véhicule, c'est-à-dire pendant le développement, incluant notamment effectivement tout ce qu'on va demander aux fournisseurs sous forme de contrat, mais également les exigences pendant la production et après la production du véhicule. Et donc ça reprend évidemment, c'est basé risque, hein, c'est ce qu'il y a de plus logique. Donc ça reprend vraiment ce qu'on appelle le state of the art des risques, c'est-à-dire on identifie les assets. Donc là on a parlé tout à l'heure de données personnelles qu'on veut protéger, de fonctions vitales pour la sécurité. Donc c'est des choses qu'on identifie au départ. Et ensuite, on doit définir une architecture complète du véhicule, donc avec tous les composants, incluant également tous les fournisseurs qui ont un impact justement sur les assets qu'on a définis. Et après, on fait des démarches classiques d'analyse de risque, c'est-à-dire qu'on va identifier les menaces qui peuvent peser sur les différents composants, comment on peut rentrer par les interfaces externes, également éventuellement des faiblesses en interne. Et on va faire des scénarios afin d'identifier des possibilités d'attaque, et on fera effectivement un rating pour décider qu'est-ce qu'il faut absolument protéger parce que le risque est trop grand. Donc c'est vraiment une analyse de risque classique. Et dans ce cadre-là, donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est applicable en Europe dès juillet 2024. Et c'est déjà applicable dans certains pays. C'est applicable au Japon pour certains types de véhicules. Donc quand on voit tout ce qu'il y a à préparer du niveau réglementaire pour les fabricants de véhicules, il faut notamment qu'ils discutent de tout ça avec tous leurs fournisseurs, qui mettent en place les process qui vont bien chez eux. Finalement, c'est dès maintenant qu'il faut s'en occuper.
Et donc, ce qui est important, c'est que ça implique tout le management de la société. Il doit y avoir aussi le fait de diffuser le savoir-faire en cybersécurité, de former les différentes personnes. Donc, un engagement vraiment du management vis-à-vis de ça. Et donc, nous, on arrive en bout de chaîne en tant que service technique de certification pour une autorité afin de délivrer un certificat. Et ce qu'on fera, nous, à la fin, c'est qu'on vérifiera que le process qui a été défini est bien en place. Donc, en fait, ce qui est intéressant aussi dans cette approche-là, c'est qu'il y a d'abord la nécessité pour le fabricant de véhicules de faire certifier son process pour la cybersécurité. Donc, ça revient finalement à mettre à jour le process qu'il a déjà avec tous les éléments qui sont requis par la réglementation. Et une fois qu'il a été certifié, pour un véhicule particulier, et ça doit être en place donc dès juillet 2024, il devra suivre le process et délivrer tous les éléments qui sont requis. Donc tous les éléments d'architecture, d'analyse de risque, etc. Et nous, on arrivera pour vérifier, faire des tests. Donc, alors, on ne va pas tester tout le véhicule, puisque évidemment, c'est le fabricant qui le fera lui-même, mais en fait, on reverra les différents éléments de test qui ont été faits pour le véhicule, ainsi que pour tous les fournisseurs, pour vérifier que finalement, les risques qui ont été identifiés sont bien mitigés et qu'on atteint un niveau de sécurité acceptable à la fin. Merci. Donc on vient d'entendre un certain nombre de choses sur le véhicule lui-même, mais on parle d'automobiles connectés, donc de choses qui vont plutôt avoir attrait au bout en bout, avec des services fournis par différents acteurs, et peut-être pas les acteurs traditionnels qu'on avait, donc les constructeurs automobiles bien sûr pour les véhicules, mais des services numériques, des opérateurs routiers, des opérateurs de telco, de télécommunications. Et donc on a au global des systèmes relativement complexes avec des boîtes noires, des boîtes grises. Alors boîte noire pas au sens, j'enregistre les données, mais boîte noire au sens cyber, où on ne sait pas bien ce qui se passe dedans. Et donc Gilles, quel est ton point de vue sur cette complexité, notamment la répartition, ce qui doit être dans le véhicule et ce qui doit être débarqué, où est-ce qu'on met les assets? On parlait tout à l'heure de données. Est-ce qu'on fait l'entraînement des modèles d'IA dans le véhicule? Est-ce qu'on les fait dans le cloud? Quelle est la bonne répartition et la distribution? Alors, merci de la question. Parce que celle-là, elle est... comment dire? Alors, on travaille pas mal avec la plateforme automobile, la PFA, qui se pose effectivement ces questions. Quelle est la répartition de l'intelligence finalement entre l'embarqué et le débarqué? Comment faire confiance aux informations, aux données qui viennent de l'infrastructure vers le véhicule, parce que toute la partie décisionnelle au sein du véhicule va reposer sur ces données. Donc c'est une question qui est vraiment complexe. Une façon d'aborder la problématique, enfin celle en tout cas que l'on a choisie avec les constructeurs, les équipementiers, c'est la modélisation et la simulation. Vous savez peut-être qu'il n'y a encore pas si longtemps, pour valider un véhicule, homologuer un véhicule, on avait une quantité de roulage à faire pour s'assurer de la bonne conformité du comportement véhicule par rapport à ces spécifications. Grâce à la modélisation et la simulation, on est capable d'inventer des scénarios extrêmement complexes en faisant varier, par exemple, aussi bien la météo, mais la densité de trafic, du comportement d'autres véhicules sur une voie. Enfin, il y a beaucoup de scénarios qu'on peut définir, auxquels on ajoute toutes les possibilités d'attaque cyber sur les pièces électroniques. Et donc, cette simulation, en faisant varier tous ces paramètres, permet au maximum de valider certains choix d'architecture, choix d'algorithmes aussi, adapter et corriger les algorithmes lorsqu'il le faut, de façon à prévalider, si je peux le dire comme ça, au maximum le comportement du véhicule attendu avant la mise sur route et les essais terrain. Donc c'est une capacité que l'on utilise. Après, bien évidemment, il y a
et c'est la question un peu que tu poses, toute cette intelligence embarquée permet de prendre un certain nombre de décisions. Mais un véhicule aujourd'hui, il est capable de prendre une décision avec ses caméras, ses lidars, l'ensemble des radars sur, on estime 100 mètres, allez 200 mètres quand c'est très dégagé. Donc en mode urbain, périurbain, c'est très vite dégradé. Donc on a besoin d'informations externes de l'infrastructure. Mais là, on retombe sur la confiance numérique, la confiance des données dont parlait Monsieur Le Thor. C'est quelle confiance je peux avoir dans ces données si je prends une décision dans mon véhicule vis-à-vis de la conduite. Là se pose la question de la répartition de l'intelligence embarquée-débarquée et de la prise de décision. Et ce n'est pas non seulement un choix technologique, c'est également un choix juridique et réglementaire. Puisque au final, aujourd'hui, en tout cas, c'est le constructeur automobile qui est responsable s'il prend une décision basée sur des informations externes qui seraient erronées ou malveillantes. Donc, à ce stade, aujourd'hui, en tout cas de nos travaux, afficher une réponse claire sur l'ensemble des fonctionnalités qui doivent être embarquées, débarquées, ce n'est pas le cas, on est très loin du compte. On est plus dans une démarche de compromis et de travail plutôt sur quelle confiance, une fois encore, on peut donner sur l'information, sur la prise de décision. Et en cas de gradation sur cette confiance, on va essayer de prendre le moindre risque pour les occupants du véhicule. Très bien, merci. Donc on voit qu'il y a des choses qui avancent, mais qui vont continuer d'avancer. Donc on n'a pas forcément les réponses à toutes les questions. Et je mentionnais le jeu d'acteurs. Effectivement, il y a des choses qui vont pouvoir changer suivant le juridique et les responsabilités. Le V2V, tout à l'heure, vous avez pensé, rien que sur les protocoles de communication en V2V, il y a un certain nombre de types d'attaques qui existent. Donc à qui on va faire confiance? Celui qui est en face, est-ce qu'on ne va pas créer des accidents? Il y a toujours ce genre de questions qui planent. Donc du coup, je vais revenir vers Jérôme, parce qu'on a parlé de nouveaux standards de certification. Mais face à cette dynamique et ces évolutions, quid du cycle de vie du véhicule et du système lui-même, avec les updates over the air, avec y compris qui peuvent attaquer le firmware. Comment est-ce qu'on a réellement tout en stock là au niveau de l'arsenal de certification, et en particulier des méthodologies d'évaluation qu'on va mettre en œuvre derrière pour vérifier la conformité? Alors oui, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, enfin, je ne l'ai pas dit au départ, mais il y a 2 réglementations qui ont été mises en place. Il y a la R155 qui est celle de la cybersécurité. Et justement, cet aspect très critique des mises à jour pendant le cycle de vie a fait l'objet d'une réglementation spécifique qui est la R156, qui est un peu plus courte, mais qui est justement dédiée à décrire les attendus en termes de mise à jour, les responsabilités toujours du fabricant, mais également tous les liens qu'il doit mettre en place avec ses différents fournisseurs pour pouvoir s'assurer qu'il est au courant des dernières vulnérabilités qu'il peut y avoir avec ses fournisseurs, qu'il a bien les contrats en place pour que les fournisseurs soient prêts à délivrer les patchs et qu'il y ait les possibilités techniques de le faire, et bien évidemment aussi que ça soit fait de façon sécurisée. Il y a aussi le fait qu'il faut tester ce qu'on appelle de la non-régression par rapport au fait que le patch apporte une solution et pas des nouveaux problèmes. Donc tout ça est décrit. Alors en revanche, effectivement, la façon de vérifier ça, ça reste un problème, et c'est, je dirais pour l'instant, la partie la plus difficile à vérifier en tant qu'organisme technique. Parce qu'effectivement, les solutions sont souvent très propriétaires, nécessitent des équipements qu'on n'a pas forcément. Donc, c'est aussi un compromis entre ce que va nous fournir le véhicule, comment ils ont testé par eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, et nous, ce qu'on peut vérifier par nous-mêmes. Et d'autre part, effectivement, comme la cybersécurité, c'est un monde qui avance. Même au niveau mise à jour d'un jour, c'est pas forcément la même façon
qu'il faudra utiliser la fois d'après. Donc Alors, du coup, je complète un petit peu ma question parce qu'on a en cours, au niveau certification européenne, un certain nombre de choses, notamment sur l'incrémental et sur le fait de ne pas devoir repasser tout process de certification from scratch à chaque fois. Et quand on fait un update, notamment, la question peut se reposer. Il y a aussi la question de la composition, c'est-à-dire quand j'assemble tout un tas de modules pour faire un système et un service globalement, quel est le niveau de sécurité de bout en bout. Donc ces questions-là ne sont pas totalement matures. On parlait de communication, c'est en cours, par exemple, sur la 5G et le cloud. Comment est-ce qu'on va croiser les contraintes d'un secteur particulier qui est l'automobile ou la mobilité 2.0 en général et justement ces démarches-là? Est-ce qu'aujourd'hui, l'application de ces démarches-là est envisagée ou pas dans le domaine automobile? En fait, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais si c'est de la composition, effectivement, c'est pris en compte au moins du niveau théorique, c'est-à-dire que c'est demandé clairement en fait de définir comment le véhicule est composé, et il y a des obligations vis-à-vis des Tier 1, voire jusqu'au Tier 2, de fournir à la fois une visibilité du process de mise à jour, de traquer les vulnérabilités, et donc finalement d'avoir le dossier complet au niveau des véhicules pour une mise à jour. Sur le périmètre véhicule. Oui. Et après, pour tout ce qui est extérieur, évidemment, là c'est uniquement la gestion des risques et de l'environnement. C'est extérieur effectivement à la régulation qui s'arrête à l'interface externe du véhicule. Donc c'est pris en compte dans l'analyse de risque, bien sûr, dans l'environnement, mais par contre, il n'y a pas d'obligation par rapport à la mise à jour d'éléments extérieurs, effectivement. D'accord, merci. Jean-Marie, on a vécu avec nos collègues, notamment de l'aéronautique, tu parlais tout à l'heure, des gens qui étaient les meilleurs experts du monde peut-être en safety, qui des fois pensaient que du coup ça couvrait aussi la cyber, peut-être à tort. Donc ces choses-là évoluent. Ma question, elle est sur... Est-ce qu'un secteur vertical, même avec des gens très pointus justement sur la safety, très habitués à prendre leurs responsabilités sur un périmètre donné, sont les meilleurs experts pour tenir à jour les vulnérabilités, les types d'attaques qui peuvent survenir dans leur système, etc., dans un monde qui aujourd'hui va être plus numérique que ce qu'ils connaissaient avant en fait? Je prendrai un exemple de ce qu'on a lancé comme initiative récemment avec... on peut en parler, c'est public, c'est dans le cadre de Software République. Donc c'est le groupement qui a été créé à la base sur initiative du groupe Renault, qui regroupe volontairement différents acteurs de l'automobile. Donc il y a Renault, il y a Thales, il y a Atos, il y a Orange, il y a Dassault Systèmes, il y a ST Microelectronics, je crois qu'il y a l'IRT, je pense. On est en train de chercher un ensemble de startups pour justement fédérer des acteurs industriels apportant chacun son expertise. Et on voit bien qu'on n'est plus sur un vertical, mais on est plutôt sur de l'horizontal, pour être capable de... Alors moi je travaille sur un stream cyber, justement, avec eux, pour être capable de développer des solutions et des services qui serviront, dans un premier temps, le groupe Renault, ou ce qu'ils appellent l'Alliance, Renault et Nissan, et après, pourquoi pas, d'autres acteurs du monde de l'automobile ou du monde de la mobilité, pour être capable d'apporter les meilleures solutions. Donc, on voit bien déjà que le syndrome très un acteur pour répondre à l'ensemble du besoin, c'est terminé. Et que même des acteurs qui peuvent être parfois concurrents, finalement, joignent l'effort en s'associant avec toujours quelqu'un qui connaît le métier. C'est ce qu'on voit maintenant de plus en plus. Quand on dit on va faire de la cybersécurité pour l'automobile, finalement, la connaissance métier et l'impact d'une attaque cyber sur le métier, on le fait avec Renault, par exemple. Je donnerai un autre exemple. Quand on travaille sur la sécurité des satellites, quand on fait Galileo, on travaille avec les experts satellites du métier, que ce soit chez TAS ou chez Galileo. Pareil dans le naval, pareil dans l'aéronautique. Et je pense que c'est la combinaison à la fois de l'expertise cyber, l'expertise métier, et de s'appuyer sur les bons players. Alors on parle souvent des GAFAM, c'est un peu ta question. Moi je ne pense pas qu'on puisse nier la puissance, l'innovation et les très bonnes solutions et compétences qu'ils ont. Mais par contre, à nous, soit de s'appuyer sur leurs solutions, soit de construire avec eux des solutions en apportant les éléments de confiance pour que ce soit un service, par exemple. On a récemment annoncé le cloud de confiance qui s'appuie sur les hyperscalers de Google
mais avec toutes les garanties de confiance qui seront apportées par Thales. Donc, je pense qu'il faut s'appuyer sur les meilleurs pour répondre à la demande. Donc, notamment composer avec les GAFAM. Oui, bien sûr. Alors, je vais revenir sur les GAFAM et sur nos positions, notamment économiques respectives en France, en Europe versus les autres régions du monde. Mais du coup, sur cette dynamique, tous les services aujourd'hui, quand les constructeurs eux-mêmes veulent vendre du service de mobilité, et dans cette dynamique-là, est-ce que les process, même by design, sont pas en partie caduques et ne nécessitent pas d'avoir des gens qui opèrent réellement ces aspects de sécurité avec l'excellence dans ce domaine précis-là? Alors, moi je dirais la sécurité by design dans la conception, dans l'architecture, c'est un must-have. C'est un must-have, c'est la brique de départ, c'est le socle. Déjà, on a un peu des fondations plus solides. Et après, si on peut développer un service qui apporte un premier niveau de garantie sur la capacité de détecter les attaques, par exemple, donc je pense à des services de détection en temps réel des attaques sur les flottes de véhicules, ou surtout les systèmes critiques d'un constructeur automobile, ça vient compléter ce socle de base. Donc aujourd'hui, on voit que c'est fréquent qu'on nous demande de mettre en place des SOC, des services opérationnels de détection, pour superviser, par exemple, les systèmes on-premise ou dans le cloud d'un constructeur, mais également les chaînes de production des usines, quand on parle d'une cinquantaine, d'une centaine d'usines, et également des concessions, des SI des concessions qui ont des points de vulnérabilité, on le sait. Et pour finir, si mon SOC peut aussi superviser les flottes de véhicules qui seront mises sur le marché d'ici 2-3 ans, je crée un cockpit cyber qui est opéré, par contre, dans ce cas-là, par des experts de la cyber, pour doter le constructeur d'une tour de contrôle, pour être capable au minimum de savoir s'il est soumis à une attaque ou pas. C'est ne pas nier le fait que je vais être sous attaque, mais être capable de la détecter et de prendre les bonnes décisions le plus vite possible. Très bien, parfait. On a des questions, des domaines qui se rejoignent, parce qu'effectivement, notamment les véhicules vont des fois traverser les frontières, ils vont passer dans le même pays, donc il y a des problèmes de gestion des droits, de transitivité. Si on veut mettre à jour toute une flotte via une slice 5G, il faut que la slice couvre là où sont les voitures. Enfin, on a typiquement ce genre de questions qui jaillissent. Donc là, je vais passer à une phase où je vais vous poser des questions à tous les trois, donc vous avez le droit de prendre la parole, et je vous donnerai la parole si vous voulez poser des questions aussi dans la salle juste après. Donc on a parlé des GAFAM. Souvent ils arrivent avec, d'abord ils veulent entrer dans le marché, ils y sont déjà. Et quels sont nos assets, quelles sont notre valeur ajoutée? On a parlé de PME tout à l'heure, de start-up et de granularité. Et les GAFAM par définition sont très puissants, hyperscalers. Est-ce qu'on a le choix, est-ce qu'on a la possibilité d'introduire nos différenciateurs et notre valeur ajoutée, notre expérience, notre savoir-faire en France ou en Europe versus les mastodontes outre-Atlantique? Ça vous inspire? Une des barrières c'est un peu notre métier à nous, c'est effectivement tout ce qui est réglementation, c'est-à-dire tout ce qu'on peut introduire qui impose de la sécurité dans la réglementation. Les GAFAM sont quand même obligés de s'y plier. Donc après, c'est pas forcément facile à définir, ni facile à vérifier, mais en tout cas, c'est un chemin. Sachant qu'ils attaquent aussi de ce côté-là les réglementations qui ne seraient que européennes, et à Bruxelles, il y a un nombre de lobbyeurs dont c'est le métier. C'est vrai, mais c'est quand même quelque chose qui reste considéré comme obligatoire pour mettre des produits sur le marché. Donc c'est déjà une première réponse. Bon, c'est loin d'être la seule, je pense. Non, mais c'est vrai, c'est un verrou important qu'il ne faut pas négliger. En plus, on est capable de faire évoluer ces réglementations, ces référentiels, en fonction des objectifs qu'on se fixe. Après, il y a aussi pas mal, tu as parlé de start-up, des PME. Il y a quand même un écosystème automobile européen qui est prolixe, avec beaucoup de solutions, notamment sur les aspects cybersécurité. On sait que les aspects cybersécurité touchent aussi à en quelque sorte la souveraineté nationale ou européenne. Et donc il y a, notamment avec l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, des réflexions sur les solutions, les choix qui pourraient être
plus adapté, je fais attention à mes mots quand même, hein, plus adapté pour des constructeurs nationaux ou européens. Il y a beaucoup de gens qui se positionnent de par le monde sur des solutions de détection d'intrusion, comme tu disais. Je sais que nous, en labo, on en a évalué plusieurs qui viennent de l'Est, de l'Ouest, d'Israël, etc., et de différentes startups. Il y a, je suis désolé de le dire, mais il y a beaucoup de choses qui sont survendues. Il y a des solutions qui ne correspondent pas du tout aux spécifications. Donc il y a besoin aujourd'hui de solutions pour, on parlait de confiance, pour rendre un peu la confiance sur les choses que l'on intègre effectivement dans ce véhicule. Et les laboratoires d'essai ou les simulateurs comme Mozart, le simulateur Mozart que l'on utilise à l'IRT, sont des solutions qui permettent vraiment de faire l'évaluation assez profonde de ces solutions émergentes pour pouvoir les comparer. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution référentielle, je dirais, pour faire de l'étude comparative de différentes solutions. C'est aussi un autre problème. La détection d'attaque, c'est beaucoup lié à la connaissance qu'on a des types d'attaques et des vulnérabilités. Et donc, ça m'amène à une autre question qui est, on voit dans un certain nombre de secteurs industriels, des CERT ou des CTI, des Cyber Threat Intelligence, qui sont dédiés à des secteurs verticaux. Est-ce qu'il en faut un spécifique pour l'automobile ? Moi, je répondrais oui. Je répondrais oui. Plus on a une fine connaissance des menaces qui peuvent cibler pas forcément un acteur industriel, mais un marché vertical, un secteur d'activité, mieux on va être capable de mettre à jour les règles de détection dans les SIEM, dans les sondes, dans les EDR. Donc finalement, c'est un prérequis, c'est-à-dire qui n'est pas nouveau, mais c'est plus je suis éveillé, plus je connais la menace, mieux je vais me protéger, plus j'ai de capacité d'anticipation. Et puis, donc nous on a un CERT, on a la CTI, mais on n'est pas spécialisé par secteur. Et j'avoue qu'on a échangé avec des spécialistes du marché qui sont capables de nous amener une vision très pointue sur l'automobile. Et je pense que ça a vraiment de la valeur. Ouais. Juste pour rebondir là-dessus, ça a un petit peu commencé, même si c'est les prémices, qu'effectivement, encore dans cette réglementation, il y a une liste des menaces en fait, qui a une annexe 5 qui liste justement les menaces. Et là, c'est vraiment dédié automobile. Donc, c'est lié à une architecture automobile, justement, avec le fait que ça se connecte à une infrastructure, etc. Et alors, il y a une idée, mais je pense que ce n'est pas forcément immédiat à mettre en place, que justement les Approval Authority qui dialoguent avec tous les services techniques qui vont justement évaluer les différents automobiles puissent maintenir une base de données qui enrichissent finalement ces menaces prédéfinies qui sont censées être au moins parcourues par ceux qui feront une analyse de risque pour voir que c'est bien pris en compte et qui peuvent être utilisées aussi dans la détection après. Mais bon, pour compléter peut-être un petit mot également, parce qu'on a des travaux avancés sur ce sujet-là, la problématique vient aussi des multiconstructeurs, parce qu'on peut avoir des éléments de solution par constructeur. C'est pas pour ça qu'on a un CERT mutualisé pour l'ensemble des constructeurs. Et donc une attaque qui serait connue, voire solutionnée chez l'un des constructeurs, pourrait ne pas l'être chez le voisin, ce qui peut être problématique. Donc ça, c'est par constructeur. Et par ailleurs, on voit aussi qu'en termes de mobilité, là, on a fait beaucoup de travaux et on a beaucoup discuté du véhicule, mais ce n'est pas uniquement le véhicule. Il peut y avoir des navettes, des droïdes de logistique, des drones. Enfin, il y a d'autres éléments qui rentrent sur un territoire parce qu'on peut avoir un SOC plutôt territorial. Et là, la problématique va être de sécuriser, de donner confiance sur l'ensemble des mobiles, si je vais dire comme ça, dont le véhicule fait partie, sur cette zone territoriale. Et donc ce besoin de SOC mutualisé, nous on y croit effectivement comme un élément indispensable. Merci. Alors dans ce domaine comme dans d'autres, on n'est jamais à la fin de l'histoire parce que les technologies évoluent. Donc l'automobile, comme bien d'autres secteurs, va être atteint par sa dose d'intelligence artificielle, par l'évolution de la 5G, de la 6G, de l'edge computing, etc. Donc quelles sont vos visions prospectives un peu sur justement les étapes qui vont venir? Là, on a parlé de choses qui commençaient à arriver à maturité, d'un besoin de consolider les compétences, de croiser les compétences, etc. What's next? Question ouverte, hein.
Et en particulier, bon, je pense que l'IA est quand même dans la tête de pas mal de gens sur la maîtrise de ce qu'on y met et pourquoi faire. Je peux peut-être dire un petit mot sur la partie IA, puisque Systemix opère pour le compte du secrétariat général pour l'investissement un programme qui s'appelle confiance.ai, qui a vocation à rendre plus sereine l'intégration de l'IA dans des solutions industrielles. J'entends par là des solutions qui permettent d'auditer les choix de l'IA, puisque intégrer l'IA, ça veut dire notamment, pas exclusivement, mais notamment traiter les données et en déduire des décisions par rapport à ces données pour le futur. Donc là, on a encore une fois un besoin de confiance, et pour avoir confiance, il faut être capable d'auditer, de comprendre ce qui a mené à cette décision. Donc il y a un programme très important de plus de 40 millions d'euros qui a été lancé. Et je crois que c'est hier, le gouvernement a réinvesti un peu plus de 2 milliards d'euros sur l'IA pour travailler ces solutions. Donc à la fois trouver des nouvelles technologies qui permettent à l'IA d'apporter des solutions, mais aussi donner confiance dans ces solutions par la partie auditabilité en particulier. Je suis tout à fait d'accord. Souvent, on voit l'IA comme plutôt un enabler ou un accélérateur de la bonne prise de décision. Ça va me permettre, moi, humain, quand même, d'être éclairé sur la décision que soit je prendrai quand même. Donc ça veut dire que le dernier ressort, la dernière décision reste du ressort de l'humain. Ça, nous, on pense chez Thales que ça doit être le cas dans le cadre de prise de décision qui peuvent être létales, qui peuvent être critiques, comme on travaille dans le monde de la défense, mais également dans le cadre d'une voiture. Je pense que les constructeurs ont ce dilemme, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des prises de décision assistées par IA assez non critiques, ralentir, allumer les feux, décaler de voie, et puis parfois en cas d'accident avec une prise de décision rapide qui va être assistée par IA, je vais dans le fossé, je renverse la personne senior, ou je renverse l'enfant. On connaît tous ce dilemme-là. Donc ça commence à devenir très, très critique. Donc nous, on prêche pour nous assurer que l'IA qu'on va développer est une IA de confiance, explicable, au sens transparente, où éventuellement l'agent va être capable d'avoir une analyse des drivers de la proposition d'action. Donc c'est ce qu'on appelle true AI ou AI de confiance chez Thales. On est encore assez loin du déterminisme et de la preuve formelle dont on a besoin dans l'aviation. Il y a de la marge. Très bien, écoutez, je vous remercie. Je vais peut-être donner la parole à la salle. Vous avez peut-être des questions pour nos panélistes? Oui, ils ont déjà répondu à toutes vos questions. Je vous en prie. Non ? La première question est toujours la plus délicate, mais il ne faut pas hésiter. Non, vraiment ? Bon. Eh bien, écoutez, dans ce cas, ceci dit, je pense qu'on est à quasiment 1 minute près dans le timing attendu. Moi, je vais remercier nos panélistes. Donc, évidemment, en 3 quarts d'heure, on ne fait que survoler le sujet, mais on voit qu'il y a des choses qui avancent. Donc ça, c'est positif. Et puis, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'est aussi positif, quelque part. Et qu'on est... Ah, il y a une question. Je vais me déplacer. Merci. Bonjour, je me présente, je suis Jessica, je fais partie de la société Activus Group. Donc merci pour tout ce que vous avez dit, l'IA, cybersécurité, l'IA de confiance. Vraiment, vous avez dit tellement de choses. La gouvernance de la donnée. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir votre avis sur l'avenir, surtout sur les projets digitaux qui sont en cours pour plein de clients. Parce que j'étais consultante, chef de projet pour des missions. Comment embarquer tout ça, justement, cybersécurité, robotique, IA, et le fait que le gouvernement investit davantage dans l'IA, et surtout cette problématique de confiance. En fait, ce n'est pas une question, c'est plutôt un petit débat, parce que c'est vrai que c'est très, très intéressant. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment là, aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'on peut dire à un client qui a un projet, qui souhaite embarquer justement
qui a plein de problématiques. Comment, voilà, qu'est-ce que vous lui direz en 3 mots en fait pour synthétiser le tout? Merci. Ouais. Premier élément de réponse, mais on complétera. On nous pose parfois la question, à nous en tant qu'experts cyber, en nous disant ouais, j'ai un programme de transformation digitale et je veux injecter de l'IA, de la robotique, plein de choses que vous avez citées. Qu'est-ce que vous en pensez? Doit-on le faire? Comment garantissons-nous qu'on le fait de façon sécurisée? Notre position, nous, chez Thales, c'est toujours de dire bien sûr qu'il faut le faire. Et la cybersécurité ne doit pas être un frein. Il faut la prendre en compte. Il faut faire votre migration et votre mise en place des nouvelles technologies pour être plus agile, pour être plus efficient, etc. grâce à cette nouvelle technologie. Mais ne le faites pas de façon aveugle ou de façon naïve. Et donc, prenez dès le début, par les analyses de risque, etc., les bonnes précautions pour être en mesure de, on va dire, maîtriser le risque que vous allez accepter. Parce qu'on sait que plus on est connecté, plus on est dans le cloud, je caricature, hein, mais plus j'ai déployé d'IoT, etc., plus je suis exposé à des potentielles vulnérabilités et des potentielles attaques. Donc, l'idée, c'est pas de les nier, mais c'est d'être capable de dire, OK, je le fais en sachant où je mets les pieds. Et donc, avoir un accompagnement cyber, vous pouvez dire à vos clients, il faut le faire, mais assurez-vous d'avoir fait un audit des risques cyber, par exemple, en parallèle de votre projet, pour que dès la conception, on limite le niveau de risque et puis ensuite de prendre les bonnes actions de rémédiation si nécessaire. Je pense une partie de la réponse. Mais... Oui, je peux peut-être compléter un petit peu. Je suis tout à fait en phase. Je dirais le premier point, c'est si vous parlez à l'un de vos clients et qui vous dit quelque chose comme ça, c'est bien comprendre ce qu'il veut faire. L'intérêt pour lui, ça va être d'avoir un avantage compétitif sur son marché, se différencier, avoir une solution qui lui permette d'être mieux présent. Et ça, il ne pourra pas le faire tout seul. On a parlé tout à l'heure de collectif, hein, un peu de pluridisciplinarité, de nombre de compétences nécessaires à mettre ensemble pour arriver à une solution qui permette de répondre à une problématique où il faut l'aborder de façon holistique, hein, de façon de bout en bout, vraiment. Donc ça déjà c'est un biais parce que l'ensemble des industries chez nous sont, enfin en France en tout cas, sont structurées plutôt en vertical, hein, un peu silotées, et là on vous dit il faut tout casser, c'est transversal, donc il faut en parler et trouver les bonnes compétences à agréger pour répondre aux besoins qui est le besoin propre de l'industriel qui vous pose la question. Donc ça tu en as parlé aussi tout à l'heure, et ça ne peut se faire que en regardant bien l'évolution juridico-réglementaire. C'est pas pour donner la parole à mon collègue de BV, mais en tout cas, on voit bien qu'on est dans une mouvance qui bouge beaucoup en termes technologiques, en termes réglementaires, en termes de tests et d'essais. Il n'y a pas de solution pertinente à l'instant T. Il y a une évolution, il faut s'intégrer. Donc il faut vraiment une vision stratégique pour pouvoir s'intégrer et répondre au mieux aux besoins de votre client. En tout cas, moi, c'est ça que je dirais. Ouais, bah juste, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais simplement, effectivement, maintenant, je pense que c'est vrai pour quasiment toutes les entreprises du numérique, ils doivent intégrer dans leur process la gestion de la cybersécurité. Donc, ça implique notamment, à chaque fois qu'il y a un nouveau développement ou une nouvelle idée pour le futur, de faire l'étude de risque pour savoir qu'est-ce que ça peut impliquer pour la société, et peut-être de prendre la décision de ne pas faire quelque chose si c'est trop risqué. Ça fait partie aussi des possibilités, mais en tout cas, ça doit faire partie de... Ça doit être un process continu qui doit être mis en place, quoi, quand c'est possible. Donc je retiens qu'il y a une question de timing qui est importante dès le début. Il faut leur dire que s'ils font la sécurisation a posteriori, ça leur coûtera plus cher et qu'ils prennent des risques avec des systèmes qui bougent de partout. Et là, pour le coup, on parle de mobilité. Donc mettre une ligne Maginot autour, là, ça marche pas bien. Hein. Et il ne faut pas faire tout seul. Je retiens ça aussi comme message. Donc il faut le faire avec effectivement les gens et mettre les spécialistes ensemble, avec que ce soit du secteur vertical ou de la cyber, le plus possible tout au long du cycle de vie. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Ou sinon, vous avez... Oui. J'allais dire que vous aviez faim, mais... Bonjour, merci déjà pour la présentation que vous avez donnée. J'ai une petite question par rapport aux chiffres que vous avez donnés un peu plus tôt.
comme quoi que 50% de la population était aujourd'hui pas prête à faire confiance aux véhicules connectés ou à ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que même avec les C'était avancements... en 2018, mai Oui, 2018, oui, je me Ipsos, doute. mais c'est quand même assez notable, 51%. Ouais, voilà, c'est ça. Je me doute qu'aujourd'hui, ça n'a pas dû baisser non plus de manière extraordinaire. Est-ce que vous pensez que même si les avancées de la cyber sont hyper performantes, la vie publique changera et ce chiffre baissera avant 2024 du coup? En fait, je Ouais. pense que si les constructeurs n'arrivent pas à convaincre le grand public que leurs véhicules connectés ou autonomes, on ne parle même pas du niveau d'autonomie le plus élevé, 4 ou 5, ne sont pas cybersécurisés et qu'ils ne communiquent pas dessus et qu'ils n'arrivent pas à convaincre le grand public, tout simplement, les gens ne vont pas acheter les voitures. Ou prendront des voitures avec un niveau d'assistance à la conduite, au parking, au freinage, à rester dans votre ligne, mais on n'ira pas sur du véhicule très autonome. Ce sera sans doute plus des navettes autonomes, c'est-à-dire du transport plutôt de petits groupes, etc., pas pour le véhicule individuel. Ça a deux conséquences. C'est qu'en fait, alors pour le constructeur, il y a une conséquence business, c'est que les ventes ne seront pas au rendez-vous. À la rigueur, ok. Mais également, j'avais discuté avec une mairie, c'est intéressant, c'est qu'ils voient les projets des véhicules autonomes connectés comme un projet sociétal pour répondre à une meilleure qualité de vie. Moins d'embouteillage, porte-maillot là, c'est bien. Moins de pollution, moins de réchauffement, une aide, moins plus facile pour se garer, etc. Donc les smart cities ou les villes voient le succès de la mobilité du futur comme un projet sociétal plus qu'un projet business des constructeurs. Donc il y a quand même un double enjeu. Donc si on n'apporte pas la confiance, on ratera ça et je pense que c'est quand même dommage. Ouais. Juste pour ajouter un petit peu, moi ce que j'ai pu voir depuis quelques années, même si on parle de l'IoT, parce que là on est au salon de l'IoT, il y a 10 ans on nous prévoyait une croissance exponentielle avec des applications dans tous les sens et au final l'adoption est beaucoup plus faible et beaucoup plus lente que ce qui était prévu. Je pense qu'il y a quand même des chances que ça soit pareil aussi dans le véhicule et dans le véhicule autonome. Et ce qui arrive aussi souvent, malheureusement, c'est que la confiance, ça met très longtemps à se construire. Et puis, il suffit qu'il y ait un événement négatif. Et là, on va passer de, 60% de confiance à 30% de confiance. Donc, ça veut dire qu'il faut à tout prix mettre en place les choses pour qu'un incident majeur n'arrive pas, quoi. Il suffit de voir... Quand vous voyez sur YouTube un exploit d'un hacker qui va aller pirater une Jeep ou autre, il se fait une ou deux publications comme ça, casse énormément de pourcentage de confiance, alors que ça peut rester des épiphénomènes. Voire des bêtises. Voilà. En tout cas, ça va baisser. Ça va baisser le 50%, on va arriver en dessous. Comme tu l'as dit, pour le véhicule individuel en tant que tel, ça mettra peut-être plus de temps, mais on voit qu'aujourd'hui, sur la navette autonome, en fait, c'est déjà une réalité. Donc, il y a une plus grande confiance sur une navette, peut-être parce que c'est pour plusieurs personnes et pas un individu. Mais on travaille aussi sur des droïdes logistiques, par exemple. Ça, c'est complètement accepté. Il n'y a aucun problème d'acceptabilité. Donc, la confiance sur le besoin et les solutions de droïdes logistiques, elle ne se pose pas, même s'ils sont complètement autonomes. Donc je pense que c'est une problématique de temps, mais que ça va descendre assez rapidement quand même. Eh bien, le temps étant écoulé, on va s'auto-libérer pour aller peut-être sustenter. Merci encore une fois à nos trois panélistes pour leur disponibilité et leurs réponses. Et puis, peut-être à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci.